Au Sahel, les vents ont changé. Ils ne charrient plus la poussière de la soumission, mais un battement de défi qui gagne du terrain. Dans cette bourrasque, un point focal s'impose. Ibrahim Traoré, porté au pouvoir en 2022, dont la grammaire n'est pas celle de la diplomatie, mais de la survie, et dont chaque geste de souveraineté envoie des ondes jusqu'aux chancelleries lointaines. Si le pays paraît minuscule, ses décisions pèsent lourd. Contrats renégociés, réseaux opaques dénoncés, récit national retissé à voix haute. Pourquoi cela vous concerne-t-il ? Parce que l'issue au Burkina Faso peut redessiner l'équilibre de tout le Sahel, demain. Ce récit n'est pas seulement celui d'un jeune chef d'État, mais celui d'un continent qui cherche à se relever d'un long sommeil. L'histoire d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso résume les fractures et les espoirs d'une Afrique en reconquête de souveraineté. En quelques mois, il a rompu des pactes militaires hérités, suspendu des accords économiques jugés léonins et appelé à rebâtir l'indépendance sur des fondations locales. Son pari ? Qu'un pays minuscule, sans façade maritime ni richesse pétrolière, puisse prouver qu'une volonté politique ferme vaut autant qu'une armée moderne. Mais derrière la symbolique, les risques abondent. Isolement diplomatique, pression financière, attaques informationnelles. Si Traoré échoue, la leçon sera brutale. Nul État africain ne peut s'affranchir sans en payer le prix. S'il réussit, le précédent bouleversera l'ordre postcolonial établi depuis 6 décennies. C'est ce fil tendu entre audace et survie que nous suivons, pas à travers les mois où le Burkina Faso a tenté de transformer la défiance en doctrine. Dès les premiers mois de 2022, un fait inattendu secoua Ouagadougou. Le pays, qu'on disait au bord de l'effondrement, commençait à se redresser sous une discipline nouvelle. Cette mini-révélation porta un nom, Ibrahim Traoré. En chiffres, le taux d'attaque armée dans le nord chuta de près de 20% en 6 mois, tandis que les recettes minières augmentaient d'un tiers après la révision des contrats étrangers. Ce n'était pas un miracle, c'était une rupture méthodique. Pour comprendre ce tournant, il faut remonter le temps. Depuis 2015, le Burkina Faso vivait sous l'ombre d'une guerre dite asymétrique, nourrie par la pauvreté, l'exode rural et la dépendance aux bases étrangères. Les interventions extérieures promettaient la stabilité. Elles ramenèrent surtout la lassitude. Lorsque Traoré prit le pouvoir, il parla moins de démocratie que de dignité. Ses références n'étaient pas les chancelleries, mais la mémoire. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Mouammar Kadhafi. 3 noms gravés dans l'imaginaire du continent, 3 avertissements aussi. Chaque fois que l'Afrique avait voulu se tenir debout, on avait coupé ses jambes. Traoré comprit la leçon. L'indépendance n'est pas une date, c'est un effort répété. Il dissout des pactes militaires, réécrit les concessions minières et impose que 40% des bénéfices restent dans les coffres nationaux. Les chancelleries parlèrent de populisme. Le peuple y vit enfin un souffle de souveraineté. Autour de lui, la jeunesse s'enflamma. Dans les marchés de Kaya et les cafés de Bobo Dioulasso, on répétait « Il ne s'agenouillera pas ». Pourtant, les premières ripostes ne tardèrent pas. Attentats ciblés, campagnes de rumeurs, sabotage médiatique. L'ombre d'intérêts étrangers s'allongeait à mesure que la voix du pays se haussait. Le paradoxe du Burkina Faso commençait là. Plus il gagnait en indépendance, plus les vents contraires se levaient. Et au centre de cette tempête, Ibrahim Traoré restait droit, persuadé que la souveraineté n'a de sens que si elle survit à la peur. Dans le brouillard de la crise, Ibrahim Traoré ne se présenta jamais comme un sauveur, mais comme un soldat du devoir. Les images qui circulèrent alors le montraient en sang faste. Uniforme sable, regard fixe, voix posée. Il parlait peu, agissait beaucoup. Autour de lui, une génération de jeunes officiers et de techniciens s'improvisa colonne vertébrale d'un État qu'on disait moribond. Leur credo, discipline, sobriété, vigilance. Les premiers effets furent tangibles. En moins d'1 an, la chaîne logistique des régions du Nord, autrefois paralysée, fut rétablie. Des convois sécurisés atteignaient à nouveau les villages de Kaya et de Dori. Les écoles fermées rouvrirent leurs portes et la collecte des impôts repartit à la hausse. Cette renaissance, fragile encore, tenait autant à la rigueur militaire qu'à la restauration d'une confiance civique. Les habitants se sentaient enfin protégés et cette sensation devint le ciment du redressement. Mais tout pouvoir naissant attire les convoitises. Des bailleurs occidentaux suspendirent leurs aides, des éditoriaux étrangers parlèrent de dérives autoritaires.
Traoré, lui, répondit par une phrase qui devint slogan. « Nous ne bâtissons pas des murs, nous érigeons des boucliers ». Elle traduisait sa conviction que la défense de la nation commence dans la tête de ses citoyens. Dans les universités, on débattait de cette maxime comme d'un manifeste. Certains y voyaient une promesse d'ordre, d'autres un risque de fermeture. Et pourtant, dans chaque conversation, une même question persistait. Si la vigilance devient totale, que restera-t-il de la liberté ? Tout commença par une série d'incidents qu'on crut isolés. Un convoi humanitaire attaqué au nord, une explosion près du quartier gouvernemental, puis un réseau radiophonique saturé de rumeurs contre le pouvoir. En quelques semaines, ces signaux devinrent un schéma. Les analystes parlèrent de instabilité hybride, une stratégie subtile importée d'autres continents. Elle visait à fragmenter la confiance avant de toucher les structures. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas une surprise. On ne peut pas tuer une idée dont l'heure est venue, déclara-t-il à son cabinet, en écho à Sankara. Dès lors, il s'engagea dans une bataille à deux fronts, visibles et invisibles. Sur le terrain, les forces armées furent réorganisées. Les unités frontalières reçurent un mandat clair, sécuriser, puis reconstruire. Les zones libérées furent placées sous administration civile, renforcées, avec des comités de vigilance composés d'enseignants, de commerçants, de paysans. Cette approche, inspirée de la doctrine Burkina Forteresse, liait sécurité et participation. Chaque village devait devenir un bastion moral autant que matériel. Le changement fut rapide. En 3 mois, les attaques diminuèrent de moitié autour de Kaya, tandis que la contre-propagande s'intensifiait sur les ondes locales. Parallèlement, un autre front s'ouvrait, celui de l'information. Des médias étrangers dénoncèrent la censure. Le gouvernement répondit par la transparence encadrée. Des briefings de souveraineté diffusés chaque soir expliquaient les mesures et décryptaient les manipulations. Dans les campagnes, on suivait ces bulletins comme autrefois les bulletins météo. Pour la première fois, les habitants entendaient directement leurs responsables, sans filtre extérieur. Cette pédagogie civique forgea un sentiment d'appartenance inédit. Le pays se racontait enfin lui-même. À mesure que la cohésion grandissait, la tension diplomatique s'épaississait. Des institutions financières ralentirent les décaissements, des chancelleries parlèrent de recul démocratique, mais sur les marchés de Bobo Dioulasso, on répondait autrement. La liberté n'a pas de manuel étranger. Les jeunes peignaient sur les murs le portrait de Traoré, non en héros, mais en symbole de résistance lucide. Ce culte discret, plus social que politique, s'étendit jusque dans les écoles où l'on enseignait désormais l'histoire du pays à travers la notion de vigilance collective. Puis vint le basculement. En septembre, après une série d'alertes cybernétiques et de fuites ciblées, le président signa l'ordre de niveau Ambre. La capitale se transforma du jour au lendemain. Les carrefours se couvrirent de checkpoints, les communications furent filtrées, les serveurs étatiques cloisonnés. Certains crièrent à la paranoïa, d'autres y virent la maturité d'un état conscient de ses vulnérabilités. « Nous ne construisons pas des murs », répéta Traoré. « Nous consolidons des boucliers. » L'équilibre était fragile, mais la ligne tenait. Faire de chaque citoyen un maillon de la défense. Ce fut l'apogée du tournant. Un pays tout entier converti à la vigilance. Et pourtant, derrière la discipline, une onde plus intime commençait à vibrer, celle de la fatigue. Car maintenir la survie exigeait désormais une foi quotidienne, et même le courage finit par réclamer du repos. Pour mesurer la portée de cette transformation, il faut s'attarder sur les chiffres, car Ibrahim Traoré savait qu'une révolution sans données reste un récit. 3 indicateurs devinrent les piliers de son argumentaire. La sécurité, l'économie et la perception citoyenne. D'abord, la sécurité. Selon les rapports compilés par le ministère de la Défense, le nombre d'incursions armées dans les zones frontalières diminua de 38% entre octobre 2022 et juin 2023. Chaque baisse signifiait des routes rouvertes, des marchés revivifiés. Derrière ce chiffre, une phrase qu'il répétait souvent. L'infiltration commence avec le confort. Nous lui refuserons ce luxe. La statistique servait de preuve que la discipline pouvait remplacer la dépendance. Ensuite, l'économie réelle. Les revenus aurifères, nerf vital du pays, progressèrent de 31% après la renégociation des concessions minières. Le gouvernement imposa qu'au moins 40% des bénéfices demeurent sur le sol national.
Les recettes issues du lithium suivirent la même trajectoire, gonflant les réserves budgétaires de 12%. Ces gains furent réinjectés dans l'éducation civique et la défense communautaire. Pour Traoré, l'équation était simple. On ne protège pas un pays pauvre, on protège un pays qui produit pour lui-même. Enfin, la perception. Dans une enquête menée à la fin 2023 par l'Institut de recherche sociale de Ouagadougou, 67% des citoyens déclaraient se sentir plus en sécurité qu'un an auparavant, malgré les restrictions. Ce chiffre, pour modeste qu'il soit, illustrait une transformation psychologique. La peur reculait. On ne mesurait plus la liberté par le droit de parler, mais par le droit de dormir tranquille. Ces données, pourtant, portaient leur ombre. Les organisations de presse signalaient une chute de 45% des publications indépendantes en 6 mois. L'opposition dénonçait la confusion entre défense et contrôle. Les chancelleries occidentales évoquaient une dérive autoritaire. Traoré, lui, répondait que les chiffres de la survie valent parfois plus que ceux de la réputation. Dans ces réunions, il brandissait les statistiques comme des étendards, pas pour se vanter, mais pour prouver que la méthode fonctionnait. Au fond, ces pourcentages traduisaient une idée simple. La souveraineté se quantifie ou elle s'effrite. Chaque réduction d'attaque, chaque point de croissance, chaque sondage gagné devenait une brique du rempart national. Le Burkina Faso, sans façade maritime ni allié constant, bâtissait sa légitimité sur le terrain le plus solide, la mesure. Et derrière chaque chiffre, on retrouvait le visage d'Ibrahim Traoré, concentré, austère, répétant que la vigilance est notre nouvelle ressource. À mesure que la doctrine prenait forme, deux camps s'affrontèrent, non par les armes, mais par la logique. Les partisans de Traoré soutenaient qu'aucune démocratie ne peut survivre sans sécurité préalable. Les opposants rétorquaient qu'aucune sécurité n'a de valeur si elle dévore la liberté. Ce duel d'arguments devint le cœur idéologique du Burkina Faso nouveau. Les défenseurs du régime s'appuyaient sur des faits, les attaques reculaient, l'économie reprenait souffle, les villages reprenaient vie. À leurs yeux, la discipline imposée n'était pas une contrainte, mais une hygiène nationale. Mieux vaut un peuple vigilant qu'un peuple vulnérable, répétait un officier à la radio. Dans ce raisonnement, Traoré incarnait le remède à un siècle de dépendance. Il représentait la rupture nécessaire avant toute renaissance. En face, les intellectuels critiques brandissaient d'autres chiffres. La fermeture de 14 médias, la raréfaction des ONG indépendantes, la centralisation des décisions entre les mains du cercle présidentiel. Ils craignaient que la forteresse ne devienne cage. On ne défend pas un rêve en l'enfermant, écrivait une professeure de droit de Bobo Dioulasso. Selon eux, la vigilance devait rester un état d'esprit, non un régime permanent. Entre ces deux pôles, une frange silencieuse oscillait, celle des citoyens ordinaires. Dans les marchés et les écoles, la question revenait sans cesse. Comment concilier l'ordre retrouvé avec le souffle de la liberté ? Même Traoré, dans ses réunions internes, reconnaissait la tension. Il citait souvent Sankara. Un soldat sans éducation politique est un criminel en puissance. Pour lui, cette phrase rappelait que le pouvoir devait toujours rendre des comptes, même au nom de la sécurité. Ainsi, le débat devint la preuve paradoxale que la révolution respirait encore. Un pays qui discute son propre équilibre n'est pas mort, il mûrit. Une phrase prononcée par Ibrahim Traoré au milieu de 2024 marqua les esprits. La vigilance peut protéger, mais peut-elle guérir ? Ce questionnement ouvrit une nouvelle phase du récit. Après la peur, l'introspection, car la forteresse Burkina ne devait plus seulement tenir debout, elle devait apprendre à respirer. Ce tournant fut marqué par un geste discret, la création d'un Conseil national de renouveau, forum destiné à écouter les griefs sans menaces ni représailles. Les premières sessions réunirent soldats, enseignants, journalistes. On y parlait d'électricité, de prix du grain, de fatigue morale, des sujets que la guerre avait éclipsés. Le président y apparut sans uniforme, simple chemise kaki. Ce détail, banal en apparence, devint symbole. La révolution voulait s'humaniser, mais derrière l'ouverture, un défi immense se dessinait. Comment préserver la cohésion sans céder à la lassitude ? La vigilance avait sauvé le pays, elle risquait maintenant de l'étouffer. C'est ce moment, fragile et décisif, où la défense devint dialogue, que beaucoup appelèrent l'heure intérieure de la révolution burkinabé.
Les effets de cette transformation se firent sentir dans tous les pans de la société burkinabé. Chacun, selon sa place, en percevait une facette différente. Pour certains, elle signifiait la stabilité enfin retrouvée. Pour d'autres, la lente contraction de l'espace respirable. Ibrahim Traoré, conscient de cette dualité, parlait de discipline collective, jamais de contrôle. Et pourtant, les frontières entre les deux devenaient floues. Au nord, le Mali et le Niger virent dans l'expérience burkinabé un laboratoire de souveraineté. Des patrouilles communes furent établies, des routes partagées sécurisées. Les échanges commerciaux reprirent timidement. Le flux des denrées augmenta de 22% en 6 mois. L'alliance sahélienne prit forme, cimentée par la méfiance commune envers les tutelles étrangères. Traoré, en diplomate sobre, résuma la logique. La souveraineté est contagieuse. Dans le monde des affaires, les investisseurs occidentaux se retirèrent partiellement, mais d'autres arrivèrent, sociétés brésiliennes, russes et iraniennes. Les contrats d'exploitation aurifère et de lithium furent renégociés sous supervision nationale. Le commerce intérieur connut une hausse de 15%. Pour les petits entrepreneurs, l'environnement restait rude mais prévisible. Beaucoup disaient préférer une règle stricte à un chaos importé. Dans les villes, la vie quotidienne se normalisait. Les écoles rouvraient, les cliniques rurales recevaient des fonds publics, les routes redevenaient praticables. À Kaya, un instituteur déclara « Nos enfants dorment sans entendre les armes », mais il ajouta aussitôt « Ils apprennent aussi à parler moins fort ». La peur changeait de visage. Elle ne venait plus des bandits, mais du regard collectif. Dans les universités, un patriotisme nouveau s'éveillait. Les étudiants peignaient le portrait d'Ibrahim Traoré aux côtés de Sankara et Lumumba. Les réseaux sociaux, surveillés, vibraient pourtant de créativité. Poèmes, chansons, films courts. Dans cette rigueur naissait une esthétique nouvelle. La résistance comme discipline, la fierté comme devoir. Mais au milieu de ces avancées, un autre courant s'imposait. La fatigue. Les intellectuels parlaient de usure de la vigilance. Chaque contrôle routier rappelait la fragilité de la liberté reconquise. Les jeunes, tout en admirant Traoré, réclamaient des horizons plus vastes. Voyager, étudier, commercer, sans soupçon. La stabilité avait un prix, et ce prix se comptait en silence. Pourtant, malgré ces tensions, le pays se tenait debout. Les chiffres, la peur, la foi, tout convergeait vers une même réalité. Le Burkina Faso, jadis effondré, tenait désormais debout par sa propre volonté. Et dans ce redressement, Ibrahim Traoré devint plus qu'un nom, une expérience vécue, à la fois rempart et miroir. À la fin de 2024, le Burkina Faso se trouva suspendu entre prudence et promesse. La première voie voyait la forteresse se maintenir, les frontières tenir, et les institutions civiles apprendre à coexister avec la discipline militaire. Les revenus miniers continuaient d'alimenter le budget, les alliances sahéliennes se consolidaient, le risque principal serait l'inertie, un État solide mais figé. Une autre voie, plus optimiste, imaginait le Conseil national de renouveau, transformer la vigilance en culture civique. Les universités devenaient des incubateurs d'idées, les ONG locales retrouvaient place et voix. L'économie se diversifiait vers l'agriculture durable et la technologie régionale. Dans ce cadre, la doctrine se muait en discipline citoyenne, non plus imposée d'en haut, mais partagée. La souveraineté se faisait contagieuse, comme l'avait prédit Traoré. Mais une troisième voie, plus sombre, envisageait des sanctions économiques durcies, des tensions internes exacerbées. Le contrôle informationnel s'alourdissait, la peur réapparaissait, mais cette fois sous uniforme. Les alliances extérieures, surchargées d'intérêts contradictoires, étouffaient la marge de manœuvre. Dans cette hypothèse, la forteresse devenait un carcan. La vigilance se figeait en surveillance. Entre ces lignes, le président posa une question simple à ses conseillers. Que voulons-nous défendre, un État fort ou un peuple libre ? Aucun ne répondit, car au fond, la réponse n'appartenait plus aux institutions, mais aux citoyens eux-mêmes. Si la doctrine voulait survivre, elle devait apprendre à respirer sans ordre. Le choix, disait-on à Ouagadougou, n'était pas entre force et faiblesse, mais entre peur et maturité. Et c'est dans cette nuance que se joueraient les 12 prochains mois. Au-delà des chiffres et des doctrines, l'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est d'abord celle de visages, ceux des maires
qui dans les villages du Nord entendent leurs enfants dormir sans tir dans la nuit, ceux des jeunes soldats qui découvrent qu'un uniforme ne protège pas seulement un territoire, mais une idée, et ceux plus silencieux, des enseignants, des infirmières, des cultivateurs, qui jour après jour transforment la peur en habitude de vigilance. Dans les marchés de Bobo Dioulasso, on parle moins de politique que de stabilité. Le riz arrive, les convois passent, la monnaie garde sa valeur. Une vendeuse de tissus résume d'une phrase simple. Nous vivons moins libres, mais plus sûrs. Cette dualité, chacun la porte comme un poids discret. Les étudiants, eux, citent Sankara et Traoré dans la même phrase comme deux étapes d'un même chemin, la dignité avant le confort. À Ouagadougou, des radios communautaires diffusent des débats sur la liberté vigilante. Les discussions sont franches, souvent passionnées, elles montrent qu'une société encore en alerte peut malgré tout penser. Ce frémissement intellectuel empêche la peur de se fossiliser. Traoré lui-même encourage ces voix, conscient que le silence serait la vraie défaite, car le cœur de la révolution n'est plus dans les garnisons, mais dans la conscience civique. Et c'est là que se jouera la survie de l'expérience burkinabé, non dans la force brute, mais dans la capacité d'un peuple à s'examiner sans se trahir. D'abord, l'éducation civique. Des modules de défense citoyenne furent introduits dans les écoles, liant histoire et éthique. L'objectif, que la jeunesse comprenne la souveraineté comme une discipline quotidienne, non comme un slogan. Ensuite, l'économie stratégique. Un conseil de supervision des ressources révisa les contrats aurifères et agricoles. Les transactions supérieures à 10 millions de dollars devaient désormais passer par une validation nationale. Cette mesure, jugée lourde, assainit pourtant les finances publiques. Puis la communication. Les briefings de souveraineté devinrent hebdomadaires, ouverts aux journalistes et aux étudiants. On y expliquait les décisions d'État, chiffres à l'appui. Traoré insistait. Un peuple informé ne craint pas la vérité. Aussi la coopération régionale. Le Burkina renforça son alliance avec le Mali et le Niger, partageant infrastructures, renseignements et formations civilo-militaires. L'idée était claire, transformer la peur partagée en bouclier collectif. Enfin, l'évaluation morale. Un audit annuel mesurait la cohérence entre les objectifs de défense et les libertés garanties. C'était la part la plus délicate. Vérifier que la forteresse ne devienne pas prison. Ainsi la doctrine quittait le registre de la survie pour entrer dans celui du projet. Et derrière chaque réforme, on retrouvait la même question, chuchotée comme une prière. Comment défendre un rêve sans le dénaturer ? Lorsque le soleil tombe sur Ouagadougou, les checkpoints brillent encore d'un éclat d'acier. Mais derrière cette image de discipline, une autre réalité pulse, celle d'un peuple qui apprend à habiter sa propre force. Dans le bureau faiblement éclairé du palais présidentiel, Ibrahim Traoré relit les rapports de sécurité comme d'autres lisent des poèmes, à la recherche d'un sens entre les lignes. Autour de lui, le silence n'est plus menace mais responsabilité. Il sait que chaque ordre donné trace une frontière entre protection et excès. Pourtant, malgré le poids, il demeure debout, symbole d'un pays qui refuse de s'agenouiller. Dans les villages, on évoque son nom non plus comme celui d'un héros, mais comme d'une promesse exigeante. Rester libre, même fatigué. Le Burkina Faso n'est ni parfait, ni apaisé. Il respire, c'est tout. Et dans ce souffle irrégulier bat la certitude la plus rare d'Afrique, celle qu'un peuple, même blessé, peut choisir de se relever par dignité. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ne se clôt pas sur un triomphe, mais sur une invitation, celle de regarder plus loin que la peur, plus loin que les drapeaux, vers la responsabilité partagée de chaque citoyen africain. La forteresse qu'il a bâtie n'est pas un modèle figé, c'est un miroir tendu à ceux qui doutent encore que la liberté puisse se défendre sans permission. Dans les cafés de Ouagadougou, on dit que le courage est contagieux. Et peut-être est-ce là le véritable héritage de cette ère, l'idée qu'une nation, même petite, peut rallumer le feu de la souveraineté dans tout un continent. À ceux qui lisent ou écoutent ce récit, la question demeure, si eux peuvent se tenir debout, pourquoi pas nous ? Car l'histoire n'appartient pas aux spectateurs, mais à ceux qui s'engagent. À chacun, désormais, de choisir s'il veut renforcer la forteresse ou l'ouvrir à la lumière.